Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on va parler ce soir de la journée nationale du don d'organes. Et il faut en parler à son entourage, que l'on soit pour ou contre. Ensuite, c'est un service spécifique du centre hospitalier du Mans qui coordonne les dons. Les éleveurs de races bovines du département se sont retrouvés ce jeudi dans une exploitation de Saint-Gervais de Vic pour confronter les problématiques d'élevage et de climat. Et puis, les jeunes lauréats du concours national de la résistance et de la déportation sont dans notre journal. Et qui est notre invité ce soir? Didier Béoutis, c'est le président de l'Académie du Maine. Qu'est-ce que c'est? Une institution fondée en 1957 par le cardinal Grant. Sa vocation, favoriser la culture, les travaux littéraires, scientifiques et artistiques dans deux départements, celui de la Sarthe et de la Mayenne. Mais ouvrons, Laure, ce journal avec le ras-le-bol des médecins urgentistes. D'après nos confrères du Maine Libre, les médecins urgentistes du centre hospitalier du Mans ont adressé un courrier à l'Agence régionale de santé, écrit par leur chef de service, le docteur Lionel Imsad. Il y indique qu'il y aura des démissions massives chez les urgentistes si les solutions de prise en charge des patients ne sont pas trouvées rapidement. Le médecin indique que les urgentistes de l'hôpital font plus de 8000 heures supplémentaires par an pour pallier le manque de médecins et que cela ne suffit pas à une prise en charge digne des patients. Et puis on va continuer à parler santé, on le sait que trop peu, mais aujourd'hui c'est la journée nationale du don d'organes. Laure. Ça sert à une chose, ça sert à en parler et c'est le moment de se demander si oui ou non vous êtes favorable, comme 80% des Français. Mais encore faut-il le faire savoir à votre entourage, à vos proches, car seule une personne sur deux le dit. En effet, découverte du service qui coordonne le don d'organes à l'hôpital du Mans avec Enzo Maubert. Un donneur permet souvent de sauver plusieurs vies. C'est l'un des messages portés par ces infirmiers de la coordination hospitalière pour le don d'organes et de tissus. Un service essentiel pourtant peu connu de l'hôpital du Mans. Notre rôle, c'est de coordonner tout ce qui tourne autour du don d'organes et de tissus. Puisqu'à l'hôpital du Mans, les patients ont la possibilité de donner leurs organes si la situation le permet, et de donner certains de leurs tissus, comme par exemple leur cornée ou parfois quelques vaisseaux, après leur décès malheureusement. Chaque année, le centre hospitalier réalise une trentaine de greffes de cornée par an, un chiffre en constante évolution depuis quelques années, d'où l'importance de sensibiliser. Peu de gens savent que finalement on est tous donneurs, sauf si on a dit qu'on ne l'était pas de son vivant. Donc soit on s'est opposé de son vivant, soit on est donneur automatiquement. Le plus simple, c'est d'en parler à ses proches, puisque nous, une partie de notre métier, c'est de rencontrer ses proches en entretien, après le décès de la personne, justement pour avoir le témoignage de ce qu'il aurait pu penser de son vivant, s'il s'était opposé ou non au don d'organes et de tissus. Un acte recommandé lorsqu'on sait qu'en France, plus de 10 000 patients sont actuellement en attente d'une greffe. Un mot à présent des éleveurs bovins sartois qui s'interrogent, Laure. Oui, ils étaient 200 aujourd'hui sur l'exploitation agricole d'Aguenay, près de Saint-Calais. Au cœur de leurs préoccupations, la sécheresse et le changement climatique qui oblige la filière à revoir évidemment son fonctionnement, notamment concernant l'alimentation des bovins. Anthony Piton et Florian Wozniak. Les prairies sont encore vertes sur les plaines de Saint-Gervais-de-Vic, mais pour combien de temps? L'année est marquée par une sécheresse toujours plus précoce qui réserve son lot d'incertitudes pour les éleveurs. Des fois, on se retrouve avec beaucoup d'eau l'hiver et puis au printemps, il n'y a pas d'eau. Ou alors, c'est l'inverse. Des fois, il y a des étés humides. Du coup, il y a je ne sais pas combien d'herbes. C'est vrai que c'est pas facile à mesurer, mais tout ce qui peut être récolté au jour le jour, faut pas hésiter parce qu'on ne sait pas le temps qu'il y a à venir. Le changement climatique impacte donc les agriculteurs qui doivent revoir leur mode de production pour s'adapter. Les éleveurs de bovins, par exemple, en particulier, une de leurs premières attentions, c'est d'avoir assez de fourrage pour nourrir leurs animaux toute l'année. C'est vraiment la première angoisse. Est-ce que je vais avoir assez de fourrage pour passer l'été, pour passer l'hiver? On va semer plus vite, plus tôt. On va récolter aujourd'hui 15 jours plus tôt, que ce soit sur la vigne, la céréale. Et puis ça change la donne sur le choix qu'on va faire sur les fourrages aussi. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui choisir par exemple des variétés herbagères pour faire nos prairies plus résistantes à la sécheresse. Et puis certains vont même encore plus loin pour répondre à ces enjeux climatiques.
Bertrand imagine et teste dans une ferme expérimentale de nouvelles solutions pour optimiser l'utilisation des prairies. On récolte nos céréales mi-juillet, on va implanter ensuite une févrole plutôt à la mi-novembre. Et entre la mi-juillet et la mi-novembre, on met des colzas fourragers qui sont pâturés au mois d'octobre par les animaux. Ce qui a aussi un avantage, c'est que voilà, au mois d'octobre, on retrouve un peu de précipitation. En tout cas, ça occupe une partie des animaux en fait sur ces couverts estivaux et sur l'automne au mois d'octobre, pardon. Ça permet aux prairies aussi de redémarrer et de réaccumuler un peu d'herbe aussi pour aller sur une phase de pâturage hivernal. Ces nouvelles pratiques doivent permettre d'adapter les exploitations aux conditions futures, mais aussi de limiter la mécanisation et la pollution engendrée par l'élevage. Allez, un mot à présent du conseil municipal du Mans qui se déroule actuellement. Oui, avec un exercice budgétaire, c'est-à-dire des finances fortement impactées en 2022 par la crise économique et l'inflation. Il en est question largement en ce moment. Cela fait par exemple augmenter les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité de 6,71% par rapport à 2021. Idem pour les investissements qui continuent, bien sûr. En témoigne la réalisation par exemple de la Cité du Cirque, mais ils sont en baisse. Pour aller plus loin, l'ordre du jour est disponible à tout à chacun et à télécharger sur le site lemans.fr. C'est une distinction particulière qu'ont reçue des collégiens et lycéens. Le prix du concours national de la résistance et de la déportation. Un concours qui permet aux jeunes d'entretenir le devoir de mémoire vis-à-vis des gens qui ont permis de sortir de la période d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le reportage de Colin Ancel et Cyrielle Lechat. Un moment solennel. Drapeaux, chants. Des adolescents ont été récompensés pour leurs travaux sur le thème l'école et la résistance des jours sombres au lendemain de la libération. C'est horrible quand on y pense cette période de l'histoire, mais d'un autre côté, il s'est passé tellement d'événements que c'est très riche et j'aime beaucoup en fait travailler cette période-là. Donc quand j'ai appris qu'il y avait un concours dessus, j'ai pas hésité et ça m'a vraiment permis d'en apprendre davantage, très précisément sur certains détails peut-être qu'on ignore encore. Ce concours national de la résistance et de la déportation existe depuis le début des années 60. Pour cette édition, 221 participants sont recensés, soit 7 de plus qu'en 2022. Un moyen de transmettre ce devoir de mémoire. J'ai un cousin moi-même qui a été dans les camps et lorsqu'il est revenu, il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas oublier, puis toujours essayer de mobiliser, de ne pas oublier cette période. C'est ce qui se passe avec les scolaires et j'en suis vraiment très heureuse. Arlette Bouvier a remporté le concours en 1970. La résistance et la déportation suscitent toujours de l'intérêt. Les jeunes s'en sont emparés, passionnés. C'est très important parce que c'est en se basant sur notre passé qu'on construit notre avenir. Il ne faut surtout pas oublier ce que nos ancêtres ont accompli parce que même si notre histoire est tachée de sang, elle est aussi glorieuse et c'est important de s'en souvenir. S'en souvenir, et ce sous différents angles. L'année prochaine, le sujet portera sur la résistance à la déportation en France et en Europe. Allez, c'est l'heure de rejoindre notre invité. On a le plaisir d'accueillir ce soir Didier Béoutis, le président de l'Académie du Maine. Également auteur de nombreux ouvrages. Mais d'abord, Didier Béoutis, c'est quoi ? Bonsoir. Et c'est quoi l'Académie du Maine, tout simplement ? L'Académie du Maine n'est pas connue du grand public. Elle a été fondée en 1957 par deux académiciens de France manceaux, le cardinal Grant et le duc de la Force. Et le cardinal Grant voulait créer, à l'image de l'ancienne province du Maine, une sorte de petite académie française. Une académie française, mais qui va promouvoir pas uniquement la littérature. Oui. On s'intéresse vraiment aux arts en général. Voilà. Alors, le projet du cardinal Grant, c'était évidemment d'ouvrir, de rassembler l'élite de la création littéraire, historique, mais aussi artistique, scientifique, médicale, de la Sarthe et de la Mayenne. Et nous sommes toujours fidèles à cette idée, c'est-à-dire nous avons par exemple dans nos membres actuellement un artiste musicien, un artiste plastique, un ecclésiastique par tradition, des historiens, un ingénieur du génie rural. Il nous manque encore un médecin parce qu'on n'a pas remplacé notre camarade qui est mort il y a quelques mois. Alors, c'est pas tout à fait le même fonctionnement que l'Académie française. Il n'y a pas de vote pour savoir qui... Enfin, on peut pas se présenter
toquer à la porte et dire bonjour, je voudrais entrer à l'Académie du Maine. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, on peut faire valoir évidemment l'intérêt qu'on a, mais le principe c'est que ce sont les académiciens eux-mêmes qui présélectionnent. Donc on se réunit de temps en temps, on voit qu'il y a des sièges vacants parce qu'on a 30 sièges. Bon, il y a forcément des décès. Et puis l'un d'entre nous, plusieurs d'entre nous disent je propose Monsieur Truc. Alors soit il y a un tollé non, c'est très rare, mais soit il faut l'entendre. Donc le candidat présélectionné, s'il veut bien, est invité à une réunion ou à partager un moment convivial, un repas, et puis ensuite on lui dit nous avons l'intention de vous élire. Il y a quelques années, vous organisiez des conférences, vous aviez des publications. Aujourd'hui, votre principale, on va dire, activité grand public, c'est un prix. Ce sont des prix. Alors, parmi les lauréats, je vais quand même en citer quelques-uns, des gens que l'on connaît bien à LMTV Sarthe. Serge Bertin pour son dictionnaire des trésors du parler sénomant, c'était en 2004. Guy Brunet pour ses peintures. Il y a eu un bel hommage à Guy Brunet au FIA il y a quelques temps, c'était en 87. Gérard Bollé et Michel Bonte en 2012 pour le livre « Il était une fois les Bollés ». Ou encore, plus récemment, Lucienne Renaudin-Vary, on va la voir à l'image, en 2018, vous la connaissez forcément, pour ses interprétations à la trompette, une jeune prodige, on peut le dire. Leur point commun à tous ces gens, c'est quoi? Leur point commun, ce sont des jeunes créateurs, enfin jeunes ou moins jeunes, mais des créateurs dans le domaine, dans tous les domaines d'intervention dans la Sarthe. Et ce sont dans la Sarthe et dans la Mayenne, parce qu'on a aussi le prix de la Mayenne à côté du prix de la Sarthe. Donc l'Académie, elle rassemble des personnes. On a des réunions alternativement au Mans et à Laval, mais on a aussi l'idée, et c'était l'idée de notre fondateur, de favoriser, d'encourager la création artistique, littéraire, et c'est pour ça que nous essayons de donner des prix à des jeunes créateurs qui nous paraissent avoir du talent. Le dernier, c'était en 2018 avec Lucienne qu'on vient de voir à l'image. Le prochain, ce sera quand? Ce sera cette année. Alors, la pandémie ne nous a pas permis, puisque au Mans, on se réunit tous les 2 ans en séance publique à l'abbaye de l'Épau. Donc, la pandémie ne nous a pas permis de nous réunir ni en 2020, ni en 2022. Et là, nous allons rattraper le temps perdu en 2023. Une séance est prévue à la fin d'octobre, donc à l'abbaye de l'Épau, où sera présenté le lauréat 2023. Et cette Académie du Maine, vous le disiez, n'est pas grand public, mais elle a un vrai intérêt patrimonial. Vous cherchez à la relancer d'une certaine manière, à ce qu'elle soit plus dynamique finalement? Oui, tout à fait. Alors, l'Académie, forcément, une société savante, il y en a dans la Sarthe, ce sont des sociétés qui sont ouvertes à tous, qui organisent des réunions, qui le font savoir par la voie de la presse. Nous, on est plutôt un peu confinés sur nous-mêmes, il faut le dire. Alors, c'est très agréable de se retrouver entre gens de bonne compagnie, mais j'aimerais trouver des possibilités de faire des conférences où un certain public pourrait être convié. Je crois que l'Académie du Maine peut-être correspondait en 1957 à un besoin d'élitisme qui n'existe plus maintenant. Donc il faut que l'Académie s'adapte et voilà. Et on peut trouver vos coordonnées pour les gens qui s'intéressent même à ce sujet patrimonial sur votre site internet académie-du-maine.org. Merci Didier Béoutis d'être venu nous présenter cette académie. Merci Madame Girard. Une dernière info avant de se quitter, Laure, puisqu'on connaît le nom du starter, celui qui va donner le départ de Le Mans Classique, et c'est un grand sportif. Et j'avoue, je suis contente. C'est Raphaël Nadal qui donnera le départ du Mans Classique pour les 230 000 spectateurs attendus. Le tennisman aux 22 titres du Grand Chelem quand même, connu pour ses exploits à Roland-Garros. Vous allez y aller, Laure, je pense. Voilà, donc évidemment, LMTV Sarthe sera présent lors du classique les 1er et 2 juillet. On sera en direct le samedi 1er et le 2 juillet. Toute une kyrielle de beaux programmes. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et vous ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants, direction la Sardaigne. Vous allez voir, à tout de suite.